Monsieur Jaspers, je suis enchanté de vous rencontrer encore à Bruxelles. Cette fois-ci, je voudrais vous demander de me parler du Burundi parce que vous m'avez dit que vous avez été au Burundi de mi-novembre 1961 au 24 avril 1962. Mais je rappelle à nos auditeurs que le 13 octobre 1961, c'était l'assassinat du prince Louis Rwagasore. De prime abord, quel est le climat qui était au Burundi après l'assassinat du prince Louis Rwagasore et qu'est-ce que vous en savez de cet assassinat? Bon, très bien, moi aussi je suis très content de vous rencontrer, monsieur Moussa Bjimana, et de vous parler effectivement du Burundi. Événement évidemment tragique pour le Burundi, le meurtre du prince Louis Rwagasore. J'étais à l'époque adjoint, donc j'étais à l'époque consul ou vice-consul de Belgique à Kampala pour l'Est africain britannique et je m'occupais des intérêts des Banyarwanda et des Barundi, bien sûr. Et j'y avais d'ailleurs reçu à Kampala, dans mon bureau, le prince Rwagasore qui était de passage, enfin il avait une action politique dans ce pays-là aussi. Et il était venu me voir et me dire, bon, c'est très bien ce que vous faites pour les Barundi ici en Ouganda. Et on a discuté un peu et puis finalement ça s'est terminé. Il m'a dit, mais est-ce que vous pouvez me prêter 5000 roupies? Ce qui a été la fin de l'entretien, parce que si moi je n'ai pas de l'argent à distribuer comme ça, monseigneur, bon voilà, et puis donc il était essentiellement venu, je pense, pour me soutirer de l'argent. Mais revenons donc au meurtre, donc le meurtre de 13 octobre 1961. J'étais à Kampala, donc je n'étais pas présent, mais j'avais suivi de loin les événements, les difficultés. Il y avait la création des partis politiques au Burundi dans les années 60. Il y avait d'abord le Parti démocrate chrétien qui avait été fondé par Biroli et son frère Tidendereza, qui à l'époque était le ministre de l'Intérieur et qui voulait en fait marcher vers l'indépendance, mais prudemment pour ne pas répéter ce qui s'était passé au Congo en 60, rapidement ou mieux préparer donc les gens à prendre leur propre destin en main, et donc, mais en accord avec les Belges en disant dans 3-4 ans nous serons indépendants, mais on a besoin de vous. Tandis que par contre le prince Rwagasore, qui également avait fait des études en Belgique, qui n'ont pas été fort brillantes, il faut le dire, en Belgique, mais qui avait le feeling politique, lui a créé le parti UPRONA, l'Union pour le progrès national, et qui était un parti qui, comme les Lubumbistes au Congo auparavant, demandait l'indépendance immédiate, en disant nous sommes prêts, et ils avaient l'appui de l'ONU. Vous savez, l'ONU avait créé une mission de contrôle de l'administration tutélaire, de la tutelle au Rwanda et au Burundi, et qui a d'ailleurs envoyé donc des contrôleurs de l'ONU pour venir contrôler les administrateurs territoriaux au Rwanda et au Burundi. Et donc, il demandait l'indépendance pratiquement immédiate. Le Parti démocrate chrétien, je pense que c'est quelques mois plus tôt, quelques mois avant la mort de Rwagasore, avait gagné les élections municipales, très largement municipales. Et ils étaient fiers ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner les élections législatives qui suivaient. Mais la politique de Rwagasore disant aux gens nous sommes le parti du Mwami, nous voulons l'indépendance immédiate, si nous avons l'indépendance vous ne payerez plus d'impôts, vous ne payerez plus de taxes, vous ne faites plus de travaux obligatoires. Tout ça c'était évidemment leur politique, ce qui a fait qu'ils ont largement gagné des élections législatives. Et suivant la tutelle belge, a donc fait nommer Rwagasore comme président
et du président du parti, mais Premier ministre, avec son gouvernement qui était des gens donc de l'UPRONA. Et très vite, on a vu qu'il y avait des difficultés parce que, évidemment, la première chose, c'était donc, en quelque sorte, de destituer les élus du front de Biroli qui avaient gagné les élections. Pas tous systématiquement, mais quand même plusieurs. Et voilà, le 13 octobre, sur instigation, a-t-on dit, et je crois que c'est vrai, ça a été prouvé par la justice belge plus tard, Biroli et son frère et deux cousins, avec l'aide d'un grec, Kagiorgis, ils ont organisé donc le meurtre du prince Rwagasore, qui était en train de dîner dans un restaurant près du lac Tanganyika. Et voilà, le grec s'est caché dans les buissons et il a tiré, il a tué le prince Rwagasore, qui était le fils aîné du Mwami Mwambutsa. Et tout de suite, il y a eu la réaction la tutelle belge a évidemment fait arrêter les auteurs, enquête, les auteurs, les Grecs, Biroli, son frère, deux cousins, et encore, je pense, quelques-uns. Mais ils ont été... Mais quel était le mobile de cet assassinat, au juste? C'est parce que les autres pensaient qu'ils avaient gagné les élections municipales, et puis maintenant, les législatives qui importaient, parce que là, il fallait former le gouvernement, etc., ils venaient de le perdre. Et ils ont dit, non, nous n'admettons pas, ils ne voulaient pas, par dépit en quelque sorte, peut-être par politique aussi, par peur de ce qui allait leur arriver, ils ont mis au point donc, le meurtre de Rwagasore. Je dirais, moi je ne comprends pas parce que Biroli était des gens intelligents, il faut bien le dire. Biroli avait brillamment réussi ses études en Belgique, mais c'est par dépit, j'y pense, peut-être un peu aussi par opposition, parce que le Rwanda, le Burundi n'est pas le Rwanda. Le Burundi donc connaissait un système similaire, enfin le Mwami était moins autoritaire, le pouvoir était plus partagé entre le Mwami, je dirais, et les grands chefs. Or, le père de Thérèse de Biroli était le chef Pierre Baranyanka, qui était un grand du royaume, et suivant la tradition, ils prétendaient que c'est ce clan-là, le clan des Abatarés, aurait dû être au pouvoir et pas celui des Abega, donc des Abesi, donc le clan de Mwambutsa. Tout ça, ça jouait aussi, n'est-ce pas? Donc Rwagasore c'était Enumwezi, alors que les Biroli c'était des Abatarés, c'est ça? Oui, c'est ça, mais ça jouait dans le pays, dans la politique. Donc c'est une guerre de princes, quoi. Oui, c'était le prince, oui, et Rwagasore et les Biroli, c'était des princes. Oui, c'est ça une explication, mais c'est surtout politique, disons, je dirais politique. Les uns voulaient l'indépendance, mais bien préparée plus tard, et les autres l'indépendance immédiate. Et Rwagasore avait gagné les élections sur base de dire, donnez-nous, nous sommes le parti du Mwami, nous voulons plus des Belges ici, parce que nous voulons être indépendants immédiatement. Et si vous votez pour nous, vous aurez tous les avantages, vous n'aurez plus des taxes à payer, vous n'aurez plus des travaux obligatoires, etc. Et ils ont gagné sur cette base-là. Et les autres, par dépit, en quelque sorte, ils ont réagi de cette force. Je rappelle ici parce que plus tard, mais j'en parlerai plus tard aussi, on a dit que le résident Régnier et M. Arroy, le vice-gouverneur général, étaient derrière tout ça, qu'ils avaient dit, si quelque chose arrive, on ne fera pas d'enquête, c'est ce qu'ils ont prétendu, mais ce qui n'était pas vrai. Mais Robert Régnier, le résident, après
la perte des élections, je dirais, par le Parti démocrate chrétien, a dit, écoutez, vous avez perdu les élections, maintenant il y a plusieurs attitudes possibles, ou bien vous allez dans une opposition très forte, ou bien mais vous allez dans une opposition violente, mais moi je vous conseille d'aller dans une opposition, mais positive. Essayez de vous arranger avec ceux qui venaient de gagner les élections pour le bien du pays, pour le progrès du pays, faites cela. Et plus tard, certains n'ont retenu qu'une chose, il a dit, mais vous pourriez faire une opposition violente, c'est ce que nous avons fait, donc vous nous avez encouragés à tuer, etc. Mais donc, en revenant sur l'assassinat de Rwagasore, pourquoi est-ce que les Belges étaient soupçonnés d'être derrière les assassins? Pourquoi est-ce que les Belges étaient soupçonnés au Rwanda 2 ans plus tôt qu'on avait tué le Mwami Mutara? C'est la même chose, c'est le parti UNAR qui a déclaré ça. C'est de politique. C'est de dire, bon, nous voulons l'indépendance immédiate, nous voulons l'indépendance. Les Belges ont tué le Mwami pour avoir le peuple avec eux, derrière eux. Et ici, ils prétendent la même chose. Donc, je pense, en tout cas, mais peut-être que certains étaient peut-être convaincus que la tutelle, lorsque donc Rwagasore les gênait en demandant l'indépendance immédiate, parce que Rwagasore avait eu des difficultés avec la justice aussi avant, locale. Il avait fondé, je pense, créé une coopérative qui a fait faillite, où il y avait des difficultés d'argent, etc., qui n'étaient pas claires. Et donc, il y a eu des difficultés de la tutelle avec Rwagasore avant. Et maintenant, donc, c'était de bonne guerre pour eux, en tout cas, de dire, bon, ce sont les Belges qui sont derrière. Et ils veulent soutenir ceux qui disent, ben, restez chez nous encore longtemps, et on a besoin de vous. Et voilà, c'est pour ça qu'ils sont derrière. Et donc Biruri et son frère, Nidende Reza et le grec, ils ont été mis en prison? Ils ont été mis en prison. Le procès a commencé immédiatement. On a eu les preuves comme quoi ils étaient derrière tout cela. Et ils ont été, et donc moi, à ce moment-là, j'ai été rappelé, malgré que le fait que je ne voulais pas venir. Je pense peut-être que ça, il faudra donc revenir là-dessus maintenant. Donc j'étais consul, vice-consul à Kampala, chargé du Rwanda et du Burundi encore à ce moment-là. Et après le meurtre, De Failly, qui était résident adjoint, donc l'adjoint de M. Régnier au Burundi, a eu des paroles, paraît-il, difficiles ou désagréables, en disant oui, mais enfin, cet homme-là, il a puisé dans la caisse, on l'a tué, mais il a cherché. Je ne sais pas ce qu'il avait dit, mais en tout cas, donc, le parti au pouvoir, c'est-à-dire le Premier ministre Bouirwa, qui était le beau-fils du Mwami, donc qui a succédé à Rwagasore, puisque Rwagasore est mort, et ils ont dit, bon, ils doivent partir, ils sont expulsés. Et alors, ils sont partis immédiatement, et cette place était disponible, était libre, et comme on était dans une situation extrêmement difficile, il fallait avoir quelqu'un qui vienne immédiatement remplacer. Mais moi, j'étais à Kampala. Là, déjà, pour moi, ça devenait difficile aussi pour d'autres motifs. Mais à Kampala, sous la pression de l'ONU, etc., la Belgique disait, bon, nous allons de façon accélérée donc vers l'indépendance. Il faut préparer les gens. Et moi, j'ai reçu instruction du consul général qui est à Nairobi, mon consul général, dont je dépendais. Il m'a appelé, il dit, Monsieur Jaspers, vous ne vous occupez plus ni des Banyarwanda des Baroudi, vous restez dans votre bureau tranquillement. Pour nous, la politique belge, c'est l'ONU veut qu'on leur donne l'indépendance, nous leur donnons l'indépendance. Et vous ne vous occupez plus ni des Noirs, comme on dit, etc. Restez dans votre bureau tranquillement, vous êtes payé, vous avez votre salaire, et vous voyez les choses, comment elles évoluent. Mais moi, je dis, je veux aider ces gens, il faut les préparer encore plus rapidement pour l'indépendance. Non, il faut arrêter, donc vous ne faites plus rien. Et donc, un roi cherchant quelqu'un, il s'est dit, bon, Jaspers, là-bas à Kampala, il ne peut plus rien faire, lorsqu'il avait discuté pour moi avec le consul général, mais le consul, non, c'est la politique belge.
ils vont vers l'indépendance, on les laisse se débrouiller. Donc, on me rappelle, Arwa m'a fait venir à Bujumbura, et avec Robert Régnier, le résident, qui avait été mon chef à Kiboye auparavant, et il dit, voilà, vous êtes nommé résident adjoint du Burundi, et parce que nous sommes dans une situation extrêmement difficile, et vous serez commissaire de district. Mais je dis, moi je ne veux pas. Je vais essayer de passer à la diplomatie belge, là c'est sûr, tandis qu'ici c'est la fin. Donc on va vers la fin, on ne peut plus rien faire. Et oui, mais enfin on a besoin de vous. Et je me souviens que Robert Régnier m'a dit à ce moment-là, c'est important parce que Robert Régnier, on en parlera encore. Robert Régnier me dit, mais Louis, tu as été mon adjoint, je pense que tu es un homme d'honneur, et voilà, on a besoin de toi ici au Burundi, et tu refuses. Mais j'ai dit, oui, mais il faut voir, c'est l'intérêt de moi, de ma famille aussi. Non, non. Alors finalement, M. Arwa m'a dit, vous venez ou bien je vous fais révoquer immédiatement. Et j'ai dit, bon, j'accepte, vous ne me laissez pas le choix. Donc je suis devenu résident adjoint. Mais j'avais dit aussi, mais je ne connais pas le Burundi. Je ne connais pas, je n'ai jamais travaillé au Burundi, j'ai travaillé au Rwanda. Oui, mais le Burundi, la langue est pratiquement la même, les coutumes sont les mêmes, donc vous n'avez pas été. Et c'est justement parce que vous n'avez pas été au Burundi que je vais vous nommer ici. Parce qu'on ne peut pas dire que vous avez être impliqué dans ce meurtre ou cette préparé, etc., ou dans la politique du Burundi. Bon. Est-ce que c'est à la suite de l'assassinat de Louis Rwagasore que Régnier a perdu son poste au Burundi? Non. Vous avez remplacé Régnier, c'est ça? Oui, Régnier était résident, parce que Régnier avait travaillé au Rwanda. Il a été résident adjoint de logiste. Mais finalement, il n'était plus complètement d'accord avec la politique de logiste. Il disait, voilà, maintenant, c'est une hutusisation à l'extrême. Les Tutsis qui ont travaillé avec moi, avec nous, dans le temps, qui ont bien travaillé avec nous, qui voulaient avec nous vers l'indépendance aussi, ils sont éliminés, et ça je n'admets pas. Et quand Reisdorf, ça c'est encore autre chose, parce qu'il faudra peut-être retourner en arrière, Reisdorf, qui avait été le résident, je reviens d'abord à cette histoire de Reisdorf, c'est très important. Et on la connaît très peu. Voilà, Reisdorf était résident du Burundi. Il avait été le conseiller du Parti démocrate chrétien. Il avait conseillé en disant, bon, on prépare l'indépendance, mais avec nous, et c'est pour ça qu'il avait dit, avec les Belges, on voulait préparer l'indépendance. La nouvelle politique de M. Spaak de la Belgique, sous pression de l'ONU, était, on va vers l'indépendance rapidement. La Belgique doit préparer leur donner l'indépendance très rapidement. Et à ce moment-là, comme moi, à Kampala, on m'avait dit, bon, vous ne faites plus rien, on a dit à M. Reisdorf, le résident du Burundi, laissez tomber, vous ne vous occupez plus de ce parti que vous conseillez, etc., vous êtes le résident, on va vers l'indépendance, pas bouger, vous les laissez tomber. Reisdorf a répondu. Reisdorf était mon premier administrateur au Rwanda. Reisdorf a répondu, bon, je trouve que c'est une erreur parce on les a conseillés, ce sont des gens intelligents, ils veulent aller avancer avec nous. Non, c'est fini, l'ONU veut on donne l'indépendance. La Belgique en a marre et nous n'avons aucun intérêt de continuer de rester encore dans ce pays. Bon, Reisdorf a dit, bon, je vais le leur dire, donc je vais laisser tomber, mais je vais le leur dire. Ah, surtout pas. Il ne faut pas. Comment dit Reisdorf? Donc, ils me font confiance, je leur ai fait confiance, et maintenant, je vais les laisser tomber, en tout cas, et je ne peux pas leur dire, mais alors, je vais trahir la confiance. Ah non, c'est la politique belge, non, laissez tomber, non, il ne faut rien dire. Reisdorf dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je suis un honnête homme. Ces gens qui m'ont cru en moi, ma parole, et qui m'ont suivi, et dans lesquels j'ai confiance et qui sont valables, je ne peux pas les laisser tomber sans leur dire. Ah, si vous faites ça, vous serez révoqué.
Mais Reisdorf a dit, mais écoutez, révoquer, vous n'avez pas le droit, c'est quand même pas... Bon. Oui, mais Reisdorf, moi je gagnerai les élections. Je gagnerai, je ferai un procès. Oui, vous gagnerez. Mais dans 2 ans, 3 ans, donc vous serez... Alors, enfin, c'était la négociation, finalement. Bon, ils ont dit, ben écoutez, voilà, soyons clairs, vous partez à la retraite, vous donnez, mais vous ne dites rien. Bon. Et surtout, ne dites pas ce que je viens de dire. Vous ne pouvez pas le dire, mais vous partez à la retraite. Bon. Et il n'a jamais dit, sauf... Beaucoup plus tard, quand je l'ai vu, il était à la retraite, j'ai été le voir, et il m'a dit, voilà, dans ces circonstances, Reisdorf est mort, donc je peux dire, dans ces circonstances, moi j'ai été mis à la porte, en quelque sorte. Mais voilà, Reisdorf parti, on avait besoin de quelqu'un. Renier, résident au Rwanda, pas très content, parce qu'il connaissait la même chose, il y avait notamment le président du RADER, Rassemblement démocrate chrétien, Bonacuiri, qui était Bonacuiri, qui était chef à Kibuye quand Robert Renier était administrateur de Kibuye, et ensemble, bon, ils ont fait le RADER, Bonacuiri avec d'ailleurs d'autres chefs de ce territoire de Kibuye, mais donc il avait... Et alors, Robert Renier a constaté aussi que Bonacuiri s'est détourné de la politique belge. Et alors, il a dit oui, c'est compréhensible, parce que notre politique n'est pas normale. Bon, bref, il n'était pas content, et alors, il a été nommé à la place de Reisdorf, résident du Burundi. Il est venu avec cette idée, donc dans cette situation difficile, au Burundi. Et au Burundi, il a bien travaillé, donc d'abord avec des gens qu'il avait trouvés, comme surtout Tidendereza, qui était le fils donc, de Pierre Baranyanka, le grand Oumuganois. Et il a bien travaillé ensemble, mais il a constaté que donc, la politique de Rwagasore, la faillite de la politique de Tidendereza et surtout de Biroli, qui était président du parti. Et alors, cet événement, et c'est pour ça d'ailleurs, quand le prince a été tué, qu'évidemment, on a fait courir le bruit, que c'est ça, qu'ils ont organisé cet assassinat du prince, Premier ministre, d'accord, ou sous la protection, ou avec l'accord tacite de Renier et de M. Harrois. Mais il voulait surtout, alors que M. Harrois parte, il devait partir, il était représentant de la Belgique, et ça s'est préparé. Donc moi j'ai été rappelé donc, contre mon gré, mais je suis arrivé fin novembre 61, et tout de suite, bon, j'ai pu travailler avec les gens en place, avec Mouirwa, Premier ministre, que j'ai été voir, j'ai été me présenter d'abord chez le Mohamed Mwambutsa. J'ai été très bien reçu par le Mohamed Mwambutsa, mais malheureusement, il faut bien le dire, le Mohamed Mwambutsa ne s'occupait pas trop il était un peu dépassé, parce que, en fait, son fils Rwagasore avait une politique qui ne convenait pas au Mohamed. Le Mohamed était un peu mis de côté, et c'est Rwagasore qui a parlé au nom de son père, mais développant ses idées à lui, pas celles de Mwambutsa. On verra ça plus tard dans l'histoire, quand Mwambutsa fera nommer des premiers ministres Hutus, donc contre le gré de la majorité de l'armée, où il y avait tous des Tutsis. Mais voilà, j'arrive là, fin novembre, et tout de suite, bon, on prépare d'ailleurs le déplacement de la direction du Burundi vers Usumbura, donc de Kitega vers Usumbura. Moi j'ai fait plusieurs... il y avait un petit avion qui venait me prendre et alors me conduire à Usumbura, où on travaillait pendant... Ça, c'était le transfert à Usumbura, qui, de la capitale du Rwanda et du Burundi, devenait la capitale du Burundi, à la place donc de Kitega. Et j'ai pu bien travailler avec
mais surtout avec Tirouama, le ministre de l'Intérieur, parce que ça c'était surtout mon rôle, nous avions mis au point des équipes polyvalentes, parce que donc certains Belges étaient expulsés, on demandait leur départ immédiat, aussi des non-Belges, il faut dire, aussi quelques colons. Et pour ça, nous avions alors mis sur point ce qu'on appelle les équipes polyvalentes, c'est-à-dire des équipes d'anciens fonctionnaires ou de fonctionnaires belges encore, de la tutelle, mais il y avait un agronome, il y avait un administratif et un comptable, éventuellement donc agronome comptable, et nous leur donnons des moyens de se déplacer, et ils étaient sous mon autorité, les équipes polyvalentes étaient sous mon autorité, mais nous avions un chef d'équipe qui s'appelait, je pense à l'époque, Vreider, si je ne me trompe. Et moi, j'ai négocié avec le ministre Tirouama de l'Intérieur que ces gens pouvaient aller dans les administrateurs du parti, qui étaient maintenant des administrateurs qui avaient été nommés par le parti, et que ces gens venaient pour dire, bon, on vient vous aider à contrôler la comptabilité ou redresser, et l'agriculture aussi. Donc, et ces gens-là, moi je les sentis, et ils me l'ont dit, ils ont eu un rôle extrêmement difficile, parce que, ils n'étaient pas trop bien accueillis par les administrateurs, sauf certains qui étaient nouvellement au pouvoir, parce qu'en fait, ils disent, mais c'est la tutelle qui vient encore nous dire ce qu'il faut faire, etc. Ils ne peuvent pas le faire. Mais enfin, donc ça, je reviendrai plus tard. Oui, mais revenons sur le cas de Biloli. Biloli, dans votre livre, vous signalez que vous aviez été ensemble à l'école. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de Biloli? Surtout que vous l'avez trouvé maintenant en prison. Est-ce que vous avez été utile pour lui en ce moment-là? Parlez-nous un peu de Biloli. Oui, ça a été dramatique, mais j'aime bien de venir là-dessus. J'ai d'ailleurs fait un article, Joseph Biroli, mon ami. Voilà, donc je retourne en arrière de nouveau. 1949. J'étais donc, d'abord, je peux dire 49, j'étais, donc, d'abord on a eu le Mohamed Moutara, je le rappelais, qui a fait, je pense que c'était en mars ou avril 49, moi j'étais à l'université coloniale, j'étais là à la troisième année. À Anvers. À Anvers, l'université coloniale d'Anvers, troisième année, il y avait 4 années d'études, ça donnait donc la licence en sciences politiques et administratives. Il nous préparait pour le Congo, le Rwanda, Burundi. Et donc le Mohamed Moutara est venu, première visite officielle du Mohamed. Il a été reçu à l'université coloniale aussi, en grande pompe. Il y avait des gens qui criaient « Vive le roi, vive le roi !» Et nous, étudiants, on trouvait ça un peu exagéré, « Vive le roi !» C'était le Mohamed. Mais enfin, il nous a fait grande impression. Et moi, j'étais avec 4 autres chefs de promotion, je pense, en uniforme, pour être sa aide d'honneur et de l'accompagner. On a été sur le bateau, sur l'ESCO, et j'ai cette photo où nous sommes avec le Mohamed. C'est une introduction. Donc ça, c'était en mars ou avril 49. Mais alors, donc, la session suivante, en octobre suivant, 4e année, et dernière année pour moi, et j'entre là comme major de promotion. Et voilà que le recteur Laude, le colonel Laude, me convoque et dit, écoutez, nous allons avoir le premier étudiant universitaire noir qui vient chez nous. Donc, le premier pour le Congo, le Rwanda et le Burundi. C'est un Burundais, c'est un prince du Burundi qui vient ici, qui a été choisi. Et comme, il vient, c'est le premier, et comme ce sera difficile pour lui, et comme il faut quand même le protéger au maximum, c'est pour ça que on le met à l'université coloniale, parce que là, il y a un internat, et moi j'étais à l'internat aussi, donc on peut le surveiller, mais en même temps, donc le protéger des influences, et vous serez son mentor, vous êtes chargé de son mentor. Bon, très bien. Joseph Biroli est arrivé le 3 octobre, il a été accueilli, donc par moi aussi, et bon, ça s'est
très bien passé, je l'ai présenté à mes collègues et j'avais instruction de le présenter aussi aux professeurs avant qu'ils n'entrent dans le cours, parce qu'évidemment c'était tout nouveau. Hein. Les professeurs aussi, ils voyaient un noir parmi, bon, il fallait quand même, et moi je le proposais. Et tous les professeurs étaient gentils avec lui et avec moi, bon, ah merci, c'est bien. Sauf un, Vreyen, il dit, mais vous n'avez pas à me le présenter, c'est un étudiant comme les autres. Oui, c'était vrai, mais enfin, si je ne l'avais pas présenté aux autres professeurs, ils se seraient dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, mais voilà, donc ça s'est très bien ami, et là d'ailleurs on avait peur qu'il soit dépassé, que des coloniaux on veut dire c'est beaucoup trop tôt, vous n'allez quand même pas préparer déjà maintenant ceux qui, des docteurs en droit, des avocats qui vont nous foutre dehors, mais enfin non, il fallait le faire, et le ministre Vigny, des affaires du Congo, était très pour, avait encouragé la chose. Ça a été mis au point. Le père Baranyanka, qui était un prince donc, du Burundais, donc payait les frais et tout ça. Et Joseph est donc venu. Il avait, je pense, 19 ou 20 ans à ce moment-là. Et je tiens à le souligner, on ne savait pas très bien comment il a réussi. Eh bien, il m'a dit à la fin de l'année, donc de sa première année, fin 50, donc ou mi-50, moi j'étais déjà parti à l'armée, parce que donc, dès que j'ai eu mon diplôme, je suis parti à l'armée. J'ai sa lettre encore, dans laquelle il dit, Louis, je suis sorti quatrième sur tous les étudiants. Mais il était hors contingent, mais enfin malgré tout, donc, et le recteur l'avait fait. Ceci est important, parce que pour dire, on disait, est-ce qu'il est capable de faire? Mais non, au contraire, donc il s'est brillamment. Donc, et il a fait une deuxième année, puis il est passé à aller faire des études donc à Louvain, et des études économiques. Il n'a pas terminé. Voilà, donc ça c'est Joseph Biroli. Il est venu à mon premier départ au bateau quand je partais, et après j'ai été voir, donc en arrivant au Burundi, j'ai été nommé au Rwanda, mais au Burundi j'ai été saluer son père, le chef Baranyanka. Je dois un peu dire que, parce que ceci est important, parce que ça concerne quand même le Burundi. Pourquoi est-ce qu'on a donc pris en 1947, le prince régent de Belgique a fait une tournée en Afrique pour remercier le Congo, le Rwanda, le Burundi pour l'effort de guerre, et surtout Congo, parce que Congo avait fourni de l'uranium, etc. Enfin bon, et donc il est venu et il a apporté des décorations, donc à des grands chefs, etc. Et notamment, je ne sais pas le Mwami, mais je sais que Baranyanko a eu une décoration là pour l'aider, donc l'effort qui avait été fait, et ils avaient fait. Et à ce moment-là, évidemment, partout, on lui disait, oui, mais le temps est venu, 47, le temps est venu d'avoir des étudiants universitaires noirs du Congo, du Rwanda, Burundi. Ou bien de faire des universités. Il m'a dit, oui, mais on ne peut pas faire une université comme ça, on n'a pas le personnel, c'est un peu trop tôt. Mais alors, envoyez-les en Belgique. Et au Burundi, donc, on a dit, ah ben oui. Mais le Burundi, donc au Congo, je pense qu'on n'a présenté personne, mais au Burundi, il y avait Baranyanka, le grand chef Baranyanka. Et Baranyanka était chrétien, il s'était fait chrétien, donc Pierre Baranyanka, prénom Pierre du gouverneur général Pierre Egmont, qui a été son parrain, et surtout il avait donné de fortes sommes à l'église, aux missionnaires Baranyanka, parce qu'il était très puissant, très riche, et donc il avait l'église derrière lui, les missionnaires, disons, et qui disait, mais son fils Biroli, il est brillant, ben, on peut et donc à ce moment-là, sous la pression ou avec l'appui, disons, des missionnaires de l'Église catholique, Biroli a été choisi pour aller en Belgique. Mais, et c'est ça que je veux souligner, à ce moment-là, Mambutsa n'était pas du tout d'accord. Il dit quoi? On prend un Murundi pour le prêt, mais ça devrait être mon fils, ça devrait être donc Rwagasore.
parce que c'est le fils du roi, tout ça. Et non, non. Donc là, déjà, un peu la compétition entre Baranyanka et Mwambutsa sortait là aussi. Voyez-vous, c'était un résultat. Et ça continue. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais son mentor à Biroli. Des choses où donc on faisait, et que le Mwami au Burundi réagissait en disant on ne peut pas ça. Je peux raconter ça rapidement, un incident qui s'est produit à ce moment-là, je le dirai ici. Voilà, Biroli entre, je le présente à ses camarades de promotion, il est avec nous à table, il est en uniforme, ça, nous faisons la première promenade ensemble, et nous avions encore à ce moment-là, pour les premières années, les étudiants première année, le bissutage. C'était rien de grave, mais enfin, le bissutage, on était en uniforme et on sortait, et alors on se promenait à Anvers, bon, voilà. Mais le recteur Laude m'avait dit, attention, il ne faut pas qu'on le remarque, il ne faut pas, parce qu'il est en uniforme et quand il est avec les autres publiquement, on ne verra que Biroli, le noir, là, le premier étudiant noir. Donc il faut faire très attention. Voilà que Joseph Biroli me dit, oui, moi je vais aller aussi avec mes camarades de promotion, on va faire le visitage à Anvers et en uniforme, et ils allaient jeter, je pense, de la farine surtout sur le noir. Donc, enfin, mais je dis, Joseph, non, on ne peut pas le faire parce que, tu sais, on ne verra que toi. Et après, le journal sera rempli, scandale. Est-ce que c'est comme ça qu'on étudie donc cet universitaire noir? Mais non, dit-il, je veux aller. Je suis un étudiant comme les autres. Alors, je lui ai dit, bon, Joseph, alors j'irai avec toi. Je serai à côté de toi pour te conseiller, pour te protéger, en tout cas pour dire, bon, voilà, bon, c'est ce qu'on a fait. Mais évidemment, le lendemain matin, les journaux, articles, hein, donc le noir, on ne voyait que le noir. Alors nous avons été convoqués chez le recteur, Laude. Et Laude était un homme qui pouvait se fâcher rapidement. Et Joseph et moi, j'étais comme des petits garçons, on était devant lui, et le petit Laude était là, et il se fâchait, et il s'en prenait à moi. Qu'est-ce que je vous dis? Vous êtes allé là, regardez, et moi je vais devoir me justifier auprès du ministère, et tout ça. Bon, alors j'ai dit, mais à côté, voilà comment ça s'est passé. En fait, il n'y a rien de grave, parce qu'il n'y a eu pas de scandale, sauf que... Bon, alors il m'a dit, je vous traduirai devant le conseil d'honneur, parce qu'il y avait un conseil d'honneur. Bon, on a laissé passer l'orage. Mais ce que je veux dire aussi, parce que c'est marquant, pendant qu'il est en train de nous engueuler, c'est le cas, donc Biroli est à côté de moi, et Joseph me souffle, c'est pas un vrai chef. Je ne savais pas. Bon, l'orage passe et on sort. Mais je dis, Joseph, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est pas un vrai... Un vrai chef ne se fâche pas. Parce que quand on se fâche, on perd ses moyens. On perd son autorité. Chez nous, le chef, eh bien, moins qu'il dit, plus on le craint. Moins qu'il dit, plus on le craint. C'était ma première leçon en politique indigène, hein, donc je n'ai jamais oublié. C'était la leçon de Joseph Biroli. Donc voilà. Mais c'était une réflexion, disons, de fils de chef, de grande autorité. Donc, oui, mais quand vous arrivez au Burundi, il est en prison. Et vous n'avez pas essayé de faire quelque chose pour lui? Non, et surtout, je ne pouvais pas dire, et je ne l'ai pas dit, hein, que je connaissais Joseph, etc. Je ne pense pas qu'Arwa le savait. Peut-être, non, et encore, je ne pense pas. Donc, moi, quand on m'a dit, venez ici, je n'ai pas dit, non, je connais Joseph. Je n'ai pas... Or, plus tard, je dirais, Joseph a été mon témoin de mariage. 3 ans plus tard, quand je suis marié, il était mon témoin de mariage. Mais voilà. Et donc, je suis là, donc j'accepte, forcé. Ça va très bien, je peux travailler avec Tirouama et même avec Mouirwa, le Premier ministre, il m'accepte, mais le climat est détestable, on va vers l'indépendance, les uns après les autres sont expulsés, des Belges qui étaient bien, mais voilà. Alors,
Haroua part le 2 janvier ou quelque chose comme ça, 62, définitivement. Il est rappelé en Belgique, mais enfin il est mis à la retraite parce que le gouvernement Mouillerois n'en voulait pas. Régnier n'était plus résident, mais il a été mis, il y avait la mission Krakow. Krakow, c'était une mission qui était venue spéciale par un professeur belge, Krakow, un économiste, pour séparer le Rwanda du Burundi. Les biens, dire ces biens appartiennent au Rwanda, ça au Burundi, donc faire ça. Et Régnier a été nommé comme adjoint là-bas. Donc le Burundi était autonome, mais à ce moment-là arrive... donc, il y a une annonce, il y a un colonel Henekio qui vient faire une visite, une personnalité importante, qui, paraît-il, a été travaillé auprès du roi. Et Robert Régnier me dit, mais Louis, tu vas le conduire, et voilà, et essaye un peu de savoir ce qu'il vient faire. Nous nous doutions qu'il venait pour remplacer le gouverneur, le vice-gouverneur général Laroy, mais enfin, on ne le savait pas. Et alors, je l'ai conduit, j'ai présenté à Monseigneur Groltz, et un bourgeois comme moi, d'ailleurs, Monseigneur Groltz, avec lequel j'avais de très bonnes relations. Et dans la voiture, le deuxième jour, où, quand il avait fini sa mission, il m'a dit, Monsieur Jasper, si je reviens ici pour une haute fonction, est-ce que vous seriez d'accord d'être mon adjoint? Alors j'ai dit, mon colonel, moi je suis à la disposition de mes supérieurs, donc voilà. Et donc il est venu et j'ai été nommé adjoint du haut représentant de la Belgique. Ça s'est très bien passé avec le colonel Henekio, qui était peut-être plus jovial que logiste. Moi, je m'étais bien entendu avec logiste aussi, mais Henekio était plus jovial, moins exigeant d'une certaine façon aussi, mais Henekio venait avec l'idée, contrairement à logiste qui venait redresser la situation au Rwanda, et lui venait pour préparer le départ, notre départ à Henekio. C'était donc sa charge pour qu'on puisse partir dans de bonnes conditions, et ce que le gouvernement voulait, l'accoutrement on le faisait. Et j'ai encore, Henekio plus tard m'a encore envoyé des lettres de dire voilà, on expulse de nouveau un tel, c'est dommage, mais puisqu'il décide de l'expulser. Et vous avez quitté le 27 avril 1962, 3 mois avant l'indépendance du Burundi. Oui. J'ai quitté fin avril 62 et le 1er juillet, c'était l'indépendance du pays. Je peux dire que, en fait, parce que c'est la vérité, c'était très difficile, pénible, rien ne marchait plus. D'ailleurs, dans l'administration locale non plus, il faut bien dire. C'était la politique de répression contre les gens du parti qui avaient perdu aussi, on sentait ça à l'intérieur. Donc le parti de Biroli. De Biroli, le démocrate chrétien. Des gouverneurs étaient déplacés comme ça ou destitués, un gouverneur du parti au pouvoir était nommé. On constatait ça, on trouvait quand même que c'était difficile et dommage pour le pays, mais enfin c'était comme ça. Mais nous, on nous disait, ne vous occupez pas, c'est plus votre affaire, la Belgique en a marre, c'est fini. Bon. Alors, pour nous, c'était désagréable. Je dirais un peu, mais c'est trop long. J'ai fait, je pense, en mars, un dernier voyage à l'intérieur pour un peu voir comment ça fonctionnait. J'allais voir les administrateurs et même les gouverneurs, mais chargé par le ministre de l'Intérieur, et j'ai fait le rapport là-dessus. C'est déplorable de ce que je constatais. Bon, à un moment donné, on me dit, un tel a été condamné, un tel chef ou sous-chef a été condamné pour vol, etc. Mais il est toujours là. Oui, parce qu'il ne veut pas, il n'est pas d'accord d'aller en prison. Bon, voilà, et puis c'est fini. Dites-moi, Biroli, votre ami, il a été condamné à quelle peine? Qui ça? Biroli, ça c'est aussi une autre histoire, mais c'est important de le dire. Donc la Belgique a fait honneur, c'était son honneur de dire, nous allons liquider cette affaire, nous allons juger, nous.
encore assez rapidement. C'est un jugement qui a commencé une mission après et n'était pas fini quand moi je quittais. Mais c'était en cours. Il a été condamné par la justice, disons, belge, là-bas, sur place, à 20 ans de prison. Et son frère, de 22 ou 25, Tide Ndereza, 20 ans de prison. Évidemment, tout de suite, le parti au pouvoir a dit « Mais non, c'est un scandale. Ils ont tué le prince, ils ont tué notre président, notre premier ministre, mais ils doivent être tués, ils doivent être condamnés à mort, c'est pas possible. » Mais la Belgique a dit non, non, on a mesé le pour les comptes, on ne peut pas, quand on est juge, on ne peut pas se laisser imprégner par, disons, par la masse ou le peuple ou par la rue. Nous avons mesé pourquoi et tout ça, mais Kaiseorgis, donc le grec, a été condamné à mort. Seulement, il fallait donc, pour exécuter donc une condamnation à mort, le roi des Belges, le roi Baudouin, ne voulait pas, parce qu'il a dit non, moi je ne signe pas une exécution, on n'a pas le droit, et en Belgique on n'avait pas la peine de mort. Donc la peine de mort serait donc transformée en peine d'activité. À ce moment-là, ceci, si je peux encore dire, parce que c'est une chose extrêmement importante, à ce moment-là, les amis belges, notamment de Birolli et de Tide Ndereza, ou disons du parti, avaient une certaine influence, et sachant que s'ils restaient dans la prison dans le pays, immédiatement après l'indépendance, ils seraient sortis et ils seraient condamnés à mort, immédiatement. Ce qui s'est d'ailleurs passé. Mais bon, alors ils ont dit, ils ont été condamnés pour les sauver du sort qui les attend dans le pays, faisons-leur faire leur punition des 20 ans, etc., dans les prisons belges. Et alors, paraît-il, le roi était pour cette idée. Le roi était pour cette idée, mais Spaak était contre. Et surtout, parce que j'en ai discuté avec Hennequio disait, mais si on fait ça, les Belges le payeront, les Belges qui sont sur place. Parce qu'on va dire, les masses ou le gouvernement, bon, on va attaquer les Belges parce que, etc. Alors ça, c'est inadmissible. Je ne veux pas que des Belges payent pour la faute que Birolli, enfin ce que Birolli ont fait. Donc, donc on a donc négocié, et moi j'ai discuté avec Hennequio, c'était mon ami, mais enfin je ne pouvais pas trop le dire, mais j'ai dit oui, je comprends, parce que ce ne serait pas juste, alors qu'ils ont, dans leur pays, ils ont fait un meurtre, ils sont condamnés, suivant les lois de leur pays, de leur gouvernement, ils doivent être condamnés à mort, ils seront condamnés, ça, on ne va pas faire payer des Belges pour cela quand même aussi, donc oui, c'est ça. Et donc, ça n'a pas été, donc finalement le roi, mais très tard, a donné son accord qu'on les laisse dans le pays. Mais on a dit à ce moment-là au gouvernement, mais écoutez, ne les rejugez pas, parce que ce serait de nous accuser, ou la justice belge, qu'elle était partiale. Ce qui était ridicule. Et Spaak a dit aussi, mais le gouvernement donc a dit non, et dès que nous sommes indépendants, on les sort de prison, on refait le jugement, ils seront condamnés à mort. Spaak à ce moment-là a dit si vous faites ça, moi donc c'est quand même camouflé à la justice belge, je couperai la coopération, l'assistance technique. Bon. Et alors, ce qui est intéressant de faire marquer, qui a été nommé premier ambassadeur du Burundi en Belgique, c'est Charles Baranyanka, mon ami Charles Baranyanka, qui lui-même, c'était le propre frère des deux. Et le ministre Spaak a convoqué l'ambassadeur du Burundi chez lui, et il a dit, monsieur l'ambassadeur, si votre gouvernement fait ça, je couperai. Donc, Spaak prenait la défense de ses propres frères vis-à-vis de Charles Baranyanka.
rien à faire, hein, donc il devait être, ce que je peux comprendre, dans le pays, ben, ils avaient tué le prince, bon, il devait être tué, alors, donc ils ont été d'ailleurs pendus haut et court, massacrés, paraît-il aussi, maltraités. Mais j'ai encore deux questions avant qu'on termine. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez quitté en avril alors que l'indépendance était en juillet? On pouvait vous laisser accompagner l'indépendance jusqu'à la fin. Oui. Bon, pourquoi vous avez quitté? Oui, c'est une bonne question. Ben, parce que j'avais 3 ans, j'avais de nouveau un terme de 3 ans. J'arrivais à la fin de ma carrière coloniale. Donc c'était des termes de 3 ans. J'avais fait 2 termes, 2 fois 3 ans au Rwanda. Et ici, j'arrivais à la fin de mon 3 fois 3 ans. J'avais 9 ans. Et donc, après 3 ans, j'avais droit à un congé de 6 mois. Mais le gouvernement belge me disait, bon, le Burundi devient indépendant, c'est fini, on met fin à votre carrière en même temps. Donc, moi, j'ai quitté parce que j'avais droit à 6 mois de congé. Ce que j'aime bien te dire aussi, c'est que, parce que c'est la réalité, je ne sais pas pourquoi, mais quand donc, on a su que je partais, Muirwa, donc le Premier ministre, a réuni plusieurs ministres chez lui. Ils m'ont invité pour me remercier parce que je partais, et ils ont dit, après vos 6 mois de congé, nous serons indépendants. Et vous, on vous demande de revenir après notre indépendance comme conseiller du ministre de l'Intérieur, conseiller du gouvernement. Donc, il demandait d'être là. Et donc, là, je pouvais... mais je partais en congé. Alors, je suis parti en congé et la Belgique a fait ma carrière en disant, bon, vous avez fait votre carrière de 9 ans, donc cherchez un autre travail. Mais j'aurais pu dire, oui, mais la coopération belge peut me placer là comme conseiller puisque le gouvernement le demande. Mais ça, je voyais moi-même que ce ne serait pas possible après l'indépendance et de venir comme conseiller. Alors, ce que je venais de constater, que plus rien ne marchait comme il fallait, et alors on me forcerait de faire des choses qui étaient contre ma conscience, contre le pays. Donc j'ai dit non, je pars. Enfin, une autre question, et peut-être une dernière, parce qu'il faut qu'on termine. Dans ces pays, le Rwanda et le Burundi, la question toute a été toujours d'actualité. J'imagine que quand vous êtes arrivé sur place, oui. Comment vous avez trouvé la question? Quelles étaient les relations, comment étaient les relations entre les Hutus et les Tutsis? Oui, là, c'est important cette question, parce que la situation est complètement, on ne se rend pas assez compte, entre le Rwanda et le Burundi, complètement différente. Au Rwanda, c'était les Tutsis qui étaient au pouvoir, les Hutus ne comptaient pas. N'est-ce pas? J'ai raconté ça par ailleurs, comme le Mwami a refusé. Mais au Burundi, non, le Mwami n'était pas tout puissant. Il y avait les grands chefs qui avaient beaucoup de pouvoir, notamment Baranyanka. Et il n'y avait pas ce conflit Hutu-Tutsi à ce moment-là. D'ailleurs, le Mwami avait une femme Hutu. Donc, voilà. Donc, ça n'était pas aussi flagrant. D'ailleurs, le premier gouvernement Hutu, je pense que est-ce que c'est Ngendandumwe, qui était un Hutu au Burundi. C'était un Hutu. Donc, c'est pas nous qui l'avons nommé, hein, c'était le Mwambutsa, le Mwami, et les gens avec notre accord. Mais enfin, donc là, c'était pas donc comme ça. Je pense que Rwagaso, est-ce que sa femme était Hutu? Quasi, je pense que c'était aussi. En tout cas, c'est complètement différent du Rwanda, mais malheureusement, par la suite, hein, donc quand on a alors ce qu'on a vu, donc Mwambutsa a plusieurs fois nommé un sous-chef. Évidemment, Muirwa était Tutsi, ou Muganwa, hein, donc il a épousé la fille, donc Rosa, la fille du Mwami. Mais il n'y avait pas cette opposition, il y avait des Hutus qui étaient donc premiers ministres et ministres, mais ça a évolué par la suite mal, parce que, alors c'est en fait
parce qu'avec, je pense, avec Michombero, etc., ou alors qui a été secrétaire d'État à la Défense, ministre, et qui a fait de sorte que il expulsait les officiers Hutus de l'armée. C'était pour préparer son pouvoir. Et c'est là donc ce problème Hutu. Et alors en 72, 72, qu'il y a eu donc le programme où, si vous voulez, le génocide des Hutus. Donc ça, on a constaté. Donc c'est tout différent, mais malheureusement par la suite, et en partie, je pense que ça vient des Tutsis du Rwanda réfugiés au Burundi qui ont joué le jeu. Ils ont exporté si vous continuez comme ça, vous serez au Rwanda, comme au Rwanda, vous serez tous éliminés. Et alors l'armée a donc dit, Michombero, je ne dois avoir rien que des officiers Tutsis, comme ça, ils sont à ma dévotion, et avec ça, il a pris le pouvoir et il pouvait faire ce qu'il voulait. Et alors là, il y a le génocide des Hutus qui a coûté la vie à 300 000 Hutus. Donc, d'une façon... c'est globalement qu'il faut voir ça, parce que localement, il y a eu mais c'est comme ça. Il ne faut pas oublier qu'au Burundi, je pense, 3 ou 4 premiers ministres Hutus ont été liquidés. 3 ou 4. Ouais. Voilà. Ok, merci, monsieur Jasper. Voilà.